Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une des 5 blessures, entre guillemets, de l'âme, moi je dirais plutôt de la conscience à structurer, la trahison. Le masque associé donc à la blessure de trahison, c'est le contrôlant. Quelles sont les origines émotionnelles euh, de la blessure de trahison? Alors on tape sur le fait que cette blessure puisse apparaître quand l'enfant se sent trahi, souvent par des personnes, par des promesses non tenues, peut-être des mensonges ou un parent qui n'incarne pas tout à fait le rôle protecteur attendu. Ça va créer une perte de confiance envers les autres et ça peut venir aussi de d'autres expériences qui arrivent tout au long de la vie, hein. Alors, quel comportement va-t-on adopter dans ces cas-là? On va avoir un besoin de contrôle sur les situations et les personnes. On va avoir une énorme difficulté à faire confiance, des états de suspicion permanente. Ça va aussi se caractériser par des comportements d'intolérance à l'échec, ainsi qu'un perfectionnisme plutôt exacerbé. On va avoir tendance aussi à vouloir toujours avoir raison et en même temps d'avoir très peur de la vulnérabilité, de se montrer vulnérable. Et oui. Alors, les croyances limitantes associées à la blessure de trahison vont être du type si je ne contrôle pas, les autres vont me trahir. Je vais devoir être fort ou forte et ne jamais montrer mes faiblesses. Et en même temps, je ne peux compter que sur moi-même. Bon, vous allez me dire, on arrive tous à certains moments de notre vie euh, à pouvoir penser des choses comme ça, mais bon, on va dire que il y a quand même des traits de caractère dominants qui vont émerger en fait de ce type de blessure et qui vont faire que on va mettre en place des stratégies pour pouvoir contrer en fait ces peurs-là, ces instincts-là. Alors les axes de guérison qui sont proposés dans ces cas-là, ça va être d'apprendre à lâcher prise, parce que pouvoir accepter tout ce qui ne peut pas être maîtrisé, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire. C'est d'apprendre à cultiver la confiance, donc d'identifier des personnes fiables et leur accorder progressivement sa confiance, par exemple, si on devrait y aller par étapes. De travailler aussi sur la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il faut accepter parfois d'oser se montrer imparfait, de savoir partager ses failles. On est des êtres humains, on a le droit d'être fragile. Bon, après, je me doute dans certaines circonstances, certaines époques, je suppose que dans certaines époques, certaines situations, c'est des choses qu'on ne peut pas montrer, ou dans certaines professions, par exemple, et des choses où je pense que euh, on peut pas se montrer vulnérable. Voilà. On peut pas montrer ses failles parce que c'est voilà, il y a des domaines extrêmement concurrentiels, je pense, où c'est pas possible. Voilà. Alors bon, l'idée aussi, ça serait de pouvoir adopter une certaine flexibilité mentale, c'est-à-dire accepter que l'erreur fasse partie du processus d'apprentissage aussi, ce qui est normal. Voilà. Si on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas apprendre. On fait tous des erreurs, moi j'en fais. Mais si on ne les fait pas, les erreurs, à un moment donné, on ne peut pas savoir comment les améliorer. Ça, c'est évident. Même si voilà, certains prônent le bon du premier coup, il faut quand même s'entraîner un petit peu avant d'être sûr. Alors, comment on va gérer l'impatience aussi, parce que ça peut générer des comportements d'impatience, c'est de pratiquer la pleine conscience pour ralentir, observer sans réagir impulsivement. Ok. Alors, exercice pratique que vous pouvez faire dans votre défi du lâcher-prise. Ça va être de choisir une petite situation du quotidien où on a envie de tout contrôler, par exemple organiser un événement. Moi, il y a des choses où je suis extrêmement contrôlante, par exemple. Je le sais. Il y a des tâches que je délèguerai jamais, parce que si je les fais pas moi-même, je sais que voilà, je peux pas. Ça, c'est quelque chose de difficile. Déléguer une partie de la tâche à quelqu'un d'autre, même,
si c'est pas fait à ta manière, bon. C'est, heu, c'est un petit entraînement. Faut peut-être essayer sur des petites choses, d'abord, sur lesquelles on accepte de lâcher. Choisir un truc ou 2. Bon, voilà. Je suis en train de le faire en ce moment. Observer les réactions sans intervenir. Ses propres réactions aussi. Voilà. Donc pour cela, moi ce que je propose maintenant en termes de pilotage, sonore, ça va être, de travailler sur la confiance, sur la foi, parce qu'on a besoin d'avoir foi en l'autre, sur les doutes, parce que si on doute, de l'honnêteté ou de la bienveillance de quelqu'un, bah, voilà. Tout en, normalisant l'affirmation de soi aussi, parce que dans la blessure de trahison, des fois, on peut, voilà, être, surinvesti dans certaines tâches ou, trop s'affirmer. Voilà, et donc le but des pilotages, c'est pas de rajouter ou d'enlever, c'est d'équilibrer, c'est de normaliser. En fait, on normalise. Voilà. Donc si, pour la confiance, par exemple, on n'a pas assez confiance en soi, on va réguler sa confiance en soi pour plutôt l'augmenter. Par contre, si on a trop confiance en soi, et que derrière, dans la réalité, ben, on est en dessous de ce qui peut être fait ou proposé en termes d'événements, et ben, on va réguler pour un petit peu baisser d'un ton, quoi, ou d'un demi-ton. Bon. Alors, on va aussi travailler l'affirmation de soi dans le sens où on va réguler un petit peu ça pour ne pas forcément imposer ses idées. Voilà. La maîtrise de soi, cela va de soi, l'impulsivité, mais aussi le travail autour de l'amitié, parce que dans les relations individuelles stables entre les individus, on va avoir de l'affection réciproquement, puis on va renforcer les processus d'affiliation et d'attachement, hein, où on va avoir des attentes mutuelles, de l'empathie, de la préférence, voilà, parce que l'empathie aussi, c'est quelque chose qui doit être travaillé dans ce cadre. Naturellement, les peurs, parce que c'est une émotion qui forcément va venir, si on a peur de la trahison, bah, elle va survenir, et vice-versa. Bon, voilà. On va travailler aussi sur la frustration, parce que dans la frustration, il y a un état mental d'échec qui est dû à l'impossibilité de satisfaire certains besoins à cause des obstacles insurmontables, réels ou imaginaires. Et donc la frustration peut être considérée comme une forme de stress psychologique, mais qui va être fortement impliquée aussi dans ce processus qu'est cette blessure de trahison. Donc on normalise aussi l'erreur et la tolérance. On normalise tout ce qui est personnalité autoritaire. L'impunitivité, alors, c'est cette tendance à attribuer la responsabilité des échecs à des circonstances ou des conditions extérieures, hein. Parce que si on se sent trahi, bon, on va se dire ouais, c'est la faute d'un tel ou truc. Bah non, non, c'est la faute de tout le monde, hein. Généralement, si on foire dans quelque chose, quand c'est dans le travail, par exemple, on ne peut pas pointer le doigt sur quelqu'un. C'est comme les dominos, en fait. Vous voyez, vous poussez un domino et tous les autres dominos, en fait, c'est l'ensemble du processus qu'il faut regarder et revoir. Bon, après, il peut arriver que des fois, il y ait un endroit où on détecte où vraiment il y a un problème, mais il faut s'attacher à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Même si on sait que c'est évident, des fois, quand on avait un processus qui fonctionnait très bien, que du jour au lendemain, une nouvelle personne arrive, d'un seul coup, ça fonctionne plus pareil, bah oui. Mais après, voilà, on va avoir tendance à se fâcher, mais dans le fond du fond, pourquoi la personne n'a pas pu faire les choses, dans les délais, et cetera, tout ça, enfin, voilà. Après, bon, bah, des façons d'être aussi, hein. Il y a des types de personnalités, des caractères qui font que des fois on fonctionne pas tout à fait pareil, et voilà. On travaille aussi sur, tout ce qui est motif d'aboutissement du succès. Donc ce besoin d'atteindre la réussite dans toutes sortes d'activités, surtout dans la concurrence avec d'autres personnes. Alors, sémantiquement, opposé au motif d'évitement de l'échec, bah, le motif d'évitement de l'échec va faire qu'on va procrastiner. Donc ça, je crois qu'on le retrouve plus dans la blessure de rejet, par exemple. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, on a le droit de réussir, mais on a le droit de se tromper. Puis bon, il existe la concurrence, mais
Moi, perso, j'aime vraiment pas la concurrence, quoi. La compétition, ça, j'aime pas. En revanche, bah, il y a des personnes qui aiment fonctionner comme ça. Bon, pareil, on normalise, soit on augmente, soit on baisse. Vous avez compris le principe? La normalisation avec Grabovoi, c'est de réguler. Voilà, tout simplement. Parce que des fois, on a besoin d'avoir plus confiance en soi, des fois, on a besoin d'être plus compétiteur. C'est un besoin. Je veux dire, les civilisations ne pourraient pas avancer s'il n'y avait pas de compétition. Donc, parfois, c'est nécessaire pour le développement de l'humain et de l'individu. Bon. Alors, la motivation d'aboutissement, qui consiste en la motivation de réussir, c'est une forme de motivation de l'activité qui va être liée au besoin de l'individu de réussir et d'éviter les échecs. Bon. Mais sur la base de la motivation d'aboutissement, les émotions sont liées à l'acceptation sociale des succès atteints par l'individu. Donc, bien sûr qu'on a besoin de réussir, sinon on ne contrôlerait pas tout pour être sûr qu'on arrive à cet aboutissement. Voilà. Même si bah, la blessure de trahison peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, hein, que ce soit au travail, ou dans le couple, ou dans la vie sociale en général, etc. Après, on a l'affect d'inadéquation, parce que comme on a des phénomènes d'impulsivité ou d'état émotionnel négatif qui peuvent survenir, bah, ces affects d'inadéquation vont être justement des états émotionnels négatifs qui vont survenir, qui vont surgir en réponse à un échec. Et ça va se caractériser soit par le rejet du fait même de l'échec, soit en rejetant la responsabilité sur d'autres personnes. Donc cet état va se manifester par une susceptibilité accrue, de la méfiance, de l'agressivité et du négativisme. Ouais, je pense qu'on connaît tous un collègue de boulot, au moins, qui se comporte comme ça. Voilà. Bon, alors, ce mot-clé méfiance est très important en fait. Il n'y a pas de séquence numérique méfiance. Par contre, la méfiance est impliquée dans un certain nombre de processus psychologiques, dont la paranoïa. Venons-en à la paranoïa, qui est un trouble qui se caractérise par une surévaluation du moi, de la méfiance, des délires, des idées surévaluées, la rigidité des jugements, la tendance au délire d'interprétation. Voilà. On va normaliser la raison aussi, dans le sens où on peut avoir accepté d'avoir tort et de le reconnaître. Pas de problème. On a le droit d'avoir tort. On a le droit de changer d'avis, de changer d'opinion sur des sujets. Voilà, moi, grâce à Grabovoi, grâce au PRK, bah, j'ai des opinions qui se sont vraiment beaucoup transformées. C'est des opinions sur des sujets universels sur lesquels j'avais certaines idées tout au long de ma vie, et puis tout à coup, j'ai changé d'avis sur ces questions. Voilà. Alors, on va aussi travailler sur tout ce qui est enfant affectif, mais pourquoi? Parce que comme souvent, c'est pendant notre enfance qu'on se forge, parce que notre cerveau est très très plastique, beaucoup plus quand on est enfant. Bon, bah, c'est pour ça que voilà, on dit tout le temps, voilà, l'enfance, comment ça s'est passé, on analyse. Vous voyez, même l'affaire Dominique Pellicot, là, de Mazan, bah, la défense, ils sont quand même revenus sur l'enfance du prévenu. Voilà. Ils sont revenus là-dessus pour essayer de comprendre, alors pas excuser, mais au moins expliquer pourquoi il en est arrivé à ce stade d'horreur, en fait. Et effectivement, il y a des mécanismes, il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Donc, les enfants affectifs, ça va être des enfants qui ont des émotions négatives stables et parfois un comportement destructif. Alors, je dis pas que ça va jusque-là dans le cas de la blessure de trahison, mais pourquoi ce comportement va survenir? Parce qu'il va découler d'une insatisfaction de leurs besoins importants. Il va exister donc plusieurs formes de comportements destructifs. Donc certains enfants, à la suite d'un échec, vont manifester son rejet, la bravade, l'arrogance et un comportement agressif. En revanche, d'autres vont manifester la réduction du niveau de leurs prétentions
et donc accompagné du manque de confiance en soi, on y revient, de la peur d'être déçu, de susceptibilité, de vulnérabilité. Donc voilà, soit on va se retirer complètement du game, soit, ben, on va se mettre en colère et voilà. Et il se peut que ces comportements qui normalement se régulent, il me semble autour de l'âge de 3 ans, bah, qui demeurent comme ça toute la vie. Voilà. Et bah, moi je connais, quelqu'un comme ça qui faisait partie de ma famille, voilà, et qui a gardé ces attitudes-là jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Alors, donc si ces réactions inadéquates à échec se produisent régulièrement, eh ben, elles vont devenir des traits de caractère. Bah, c'est bien ce qu'on dit, c'est que voilà, si on n'arrive pas à se réguler assez tôt, voilà, les traits de caractère, ils s'installent et voilà, et c'est pour ça qu'on se forge des trucs qui font qu'après on va répéter sans arrêt toute notre vie, ben, un peu les mêmes cassettes, quoi. Excusez-moi le terme, hein, c'est un terme de vieux, mais on va reproduire la même musique, quoi, si vous voulez, voilà, c'est ça. Alors, on va aussi chercher à travailler sur l'optimisme. Je pense que c'est important et de renforcer, justement cette foi et cette confiance heu, parce que c'est assez constitutif, voilà. Alors bon, l'optimisme, c'est simple, tout le monde doit savoir à peu près ce que c'est, hein. C'est un état d'esprit qui reflète le développement équilibré de tous les processus psychiques, hein, et qui va assurer une attitude positive envers le monde, la foi dans les êtres humains et leurs forces, la confiance en soi et ses capacités, mais aussi en celles des autres. Voilà, tout simplement. Donc, c'est, il me semble, la quatrième musique de cette collection qui avait déjà commencé il y a plusieurs mois. J'avais dit que s'il y avait des preneurs, bah, je continuerais la collection. Sauf que, bah, il y a plein de projets et comme j'avais déjà expliqué, je préfère travailler un peu plus en flux tendu pour éviter de me disperser dans des choses, qui, qui ne nécessitent pas une attention immédiate de votre part. Cependant, des fois, il peut arriver autre chose parce que je vais avoir tendance un petit peu à être embêtée si je passe des semaines à travailler sur des sujets ou des mois, ça dépend desquels, mais il y a des sujets qui m'ont demandé des mois parfois où j'ai jamais trouvé preneur et que c'est du temps de perdu. Et en même temps, quand les sujets sont déjà là, et ben, il y a des personnes des fois qui vont plutôt avoir envie de trouver tout de suite sous la main et de pas forcément demander ce dont elles ont besoin. Mais demander ce dont vous avez besoin aussi, c'est important parce que c'est comme ça qu'on développe, qu'on innove sur des thèmes auxquels je pense pas forcément ou que je placerai pas du tout en priorité et qui pourtant vont être des sources d'intérêt et de préoccupation assez importantes pour d'autres personnes. Voilà. Donc c'est là où ce processus créatif est important parce que bah moi, dans ma tête, je vais penser que ça, c'est plus prioritaire. Mais pour d'autres personnes, bah, la priorité, ça va être complètement autre chose. Donc là-dessus, n'hésitez pas à faire des demandes ou des précommandes quand c'est vraiment nécessaire. Et bon, des fois, il arrive qu'on puisse travailler sur des sujets en urgence, hein. Moi, des fois, on me demande des sujets un soir, un vendredi soir, je me mets à travailler tout de suite dessus toute la nuit, hein. Voilà, bon, après, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut procéder tout le temps. C'est pas ça, mais c'est que voilà, le temps, moi, je dois l'organiser. Et ces travaux-là sont très très longs et forcément, quand j'ai besoin d'optimiser, de gagner du temps, parce que je sais qu'après, dans la semaine, je vais pas avoir le temps, bah j'y suis contrainte. Mais par contre, ça implique un engagement de votre part. Ça, c'est sûr. Ça implique un engagement, parce que quand il faut aller creuser un sujet, quand il est vraiment très compliqué, ça peut prendre très très longtemps. Voilà, j'ai des musiques comme ça qui demandent énormément de temps de réflexion pour être stabilisé. Bon, bah là, ce sujet-là, il a mis quelques mois quand même. Parce que là, voilà, j'avais écrit un G il y a au moins 6 mois ou plus, que j'ai vraiment complété, affiné. Et comme là, petit à petit, on monte un petit peu en qualité, euh, je pense que là, on est à maturation du processus et que bah, il est prêt à être pratiqué pour ceux qui le souhaitent.
Et pour ceux qui souhaitent la dernière blessure, qui est celle de l'humiliation, c'est le dernier qui me reste à faire, ben, manifestez-vous, ça m'aide tout autant, parce que sinon je prioriserais une autre production tout simplement à la place. Voilà. En fonction des flux de demande. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode a été instructif pour vous et que vous aurez plaisir à utiliser ce nouvel outil, heu, dans toutes les circonstances parce que ça peut concerner le travail, comme ça peut concerner la famille, comme ça peut concerner les relations de couple, comme, ça peut, concerner les relations d'affaires et cetera. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire ce travail pour se sentir mieux. Parce que finalement, le but, c'est juste ça, c'est de se sentir mieux et puis de trouver des nouveaux axes de progrès et d'évolution, dans son existence illimitée, c'est ce pourquoi nous travaillons. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous souhaite un très beau week-end. À bientôt.